Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent depuis les dimensions parallèles et depuis Saturne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue mais que j'ai eu soudainement envie de faire. Aujourd'hui on va revenir sur la saga de jeux vidéo Uncharted. Et oui, aujourd'hui on parle de jeux vidéo. Pourquoi pas? Générique. Seriously, Rafe, this is insane, even for you. You want to hear insane? Nathan Drake raced a madman and his entire army to the steps of Shambhala. Nathan Drake found the lost city in the middle of the Rub al Khali desert. Nathan Drake discovered the fable El Dorado. Nathan Drake is a legend. Alors, d'où m'est venue cette idée de vidéo? Parce que si vous, je pense que peu de personnes le savent, mais les 4 premières vidéos de la chaîne, de ma chaîne à moi, bah, c'était une vidéo sur les 4 premières Uncharted. Enfin, une vidéo par opus, hein, où je revenais sur machin, tout ça, la mise en scène, etc., etc. Le truc, c'est que quand j'ai joué à Uncharted, j'étais encore dans le Gers chez mes parents. C'était avant le cours Florent, c'était avant l'art, avant la vie, avant Bordeaux, avant le changement radical qui s'est passé en 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis à Bordeaux, hein, waouh. Et dernièrement, j'ai acheté une petite PS4. Et je me suis acheté les 4 Uncharted. Et donc j'ai pu refaire les 4 Uncharted. Et entre moi à 18 ans et moi à 23, eh bien, disons que sur Uncharted, j'ai compris des choses. J'ai compris des choses de vie, des leçons, des... Alors, oui, peut-être que je redirais quelques petites choses que j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais à l'époque, je ne montrais pas mon visage, j'avais pas de montage, donc c'était catastrophique. Là, au moins, on est sur quelque chose d'un peu plus fourni. Uncharted, de quoi que ça parle? Uncharted, c'est donc l'histoire d'un gros gourmand qui s'appelle Nathan Drake, qui est probablement l'un des hommes les plus beaux de la Terre. Je suis en train de bégayer, c'est n'importe quoi. Et qui, dans chaque opus, va essayer de se faire un maximum de moula en cherchant des trésors ou des cités perdues, sauf que, évidemment, ce n'est jamais aussi simple, parce qu'il y a toujours des petits méchants. On va revenir opus par opus pour vous dire pourquoi j'aime ces jeux vidéo et pourquoi c'est pour moi la meilleure série de jeux vidéo, la meilleure saga de jeux vidéo de l'histoire, et que je trouve qu'elle n'est pas aussi... elle n'est pas estimée à sa juste valeur. Là où des trucs comme Red Dead Redemption 2 est surcoté de zinzin, et là déjà j'ai perdu tout le monde dans les abonnés. Je suis désolé, mais Red Dead Redemption 2, faire du cheval pendant 8 heures, moi ça me casse les couilles. Bref, on revient sur le premier opus. Donc le premier opus, alors, je n'ai pas joué à tous les Uncharted. Il y en a 6. Il y a Golden Abyss sur PS Vita. J'ai jamais joué à la PS Vita, donc je peux pas vous dire. Et je n'ai pas fait le tout dernier, donc celui avec les filles, donc avec Nadine Ross et Chloé Fraser. Donc c'est bon, j'ai pas le titre du, bref, le dernier, Uncharted 5 quoi, The Lost Legacy, voilà. Et je l'ai pas fait, et je le ferai peut-être un jour, parce que bon, ça peut être quand même très cool. Mais voilà, moi j'ai fait la quadrilogie Uncharted, les épisodes de base. Donc le premier épisode. Le premier épisode, eh bien, ça raconte, on commence avec Nathan Drake et Helena Fisher. Nathan Drake a réussi à se faire financer ses petites expéditions archéologiques, n'est-ce pas, par une chaîne de télé. Voilà, pour pouvoir financer ses recherches, etc. Et il arrive, au début, à déterrer le soi-disant cercueil de Francis Drake, qui est son ancêtre. C'est un explorateur mondialement connu, qui a existé d'ailleurs sur notre Terre, pour aller sur Wikipédia. Et son but dans cet épisode, c'est donc de chercher l'Eldorado, la mythique cité d'or, n'est-ce pas? Encore une fois, la richesse, la moulaga, la thune. Sauf que, vraiment... chapitre niveau 3 quoi, des méchants arrivent, dommage. Et en plus le petit twist qu'il y a dans cette exploration, c'est que l'Eldorado n'est pas une cité d'or mais une statue en or, et elle est sur une île au large du Panama, je crois. Du coup Nathan Drake il va avec Helena, parce que soi-disant Sully est mort. Sully, on reparlera de ce personnage plus tard.
Et voilà, il va se passer tout un tas d'ambroglio à peu près hyper violents et ultra cruels, n'est-ce pas? Parce que bah, du coup, au début, Nathan Drake veut trouver le trésor, sauf que quand il arrive sur l'île, son avion se fait scratcher. Donc lui, sa priorité, c'est juste de trouver Elena et de se barrer d'ici. Le trésor, il n'en a plus rien à foutre. Sauf que quand il apprend que Sully est toujours en vie, il se dit « Bon, ben, je vais aller le sauver. » Et puis, par un concours de circonstances, il se retrouve devant le trésor. Sauf que, et c'est là le petit twist, c'est qu'en plus du fait que l'Eldorado ne soit pas une cité, mais une simple statue, elle est maudite. Et elle transforme les gens en zombies. Notamment ceux qui ont joué au jeu se rappellent du niveau que j'ai trouvé personnellement terrifiant dans la base nazie avec des nazis zombifiés. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez horrible, je me suis chié dessus. Voilà. Donc Uncharted 1, honnêtement, je vais pas revenir pendant 107 ans sur ce jeu, c'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. De toute façon, Uncharted, même si les graphismes ont évolué, même si les scénarios ont évolué, ça se divise en 3 phases. Des phases d'escalade, on doit escalader des rochers, des forteresses, des machins, des ceci, des cela. Des phases d'énigmes, et des phases de piou, bagarre pistolet. C'est tout. Et moi, honnêtement, ça me va. Hein. Je préfère un gameplay très simple, mais une très bonne histoire, plutôt qu'une histoire de merde et un gameplay très bien. Je suis en train de crever, je vais me boire un petit peu de Pepsi. Bref. Et donc, ils finissent par battre le méchant et évidemment foutre la statue de l'Eldorado dans l'océan parce qu'elle est maudite et on ne va pas transformer les gens en zombies. Dans l'épisode que préfèrent en grande majorité les fans sur internet, parce que je me suis renseigné un peu sur l'outil World Wide Web, n'est-ce pas? I know where the stone is. Pray that he is not bluffing. It's time to tip the odds back in our favor. Sweep the city, find him, and take him out. Uncharted 2, c'est le préféré des fans. Uncharted 2, on va en parler. Je voudrais juste finir et dire 2-3 trucs. Je suis en train de péter les planches, je sais pas ce qui se passe. Hein. Probablement la folie. Non, Uncharted 1, c'est donc un bon jeu, avec de bonnes mécaniques de gameplay. Même honnêtement, il est sorti avant 2010. Moi, je trouve que, franchement, les graphismes, ça passe. Honnêtement, ça passe. Oui, il y a certaines textures qui sont un peu dégueulasses, quand en plus, moi, je joue sur une petite télé. Mais franchement, c'est pas si pire. Honnêtement, c'est pas si pire. Le scénario est certes simpliste, mais il y a toujours des petits twists par-ci par-là qui font que ça reste quand même intéressant à suivre. Le doublage est parfait. Le doublage est parfait. Nathan Drake en VF, c'est Bruno Choel, celui qui fait notamment la voix d'Obi-Wan et de Johnny Depp. C'est quand même voilà, relativement un acteur assez bien. Également, je crois qu'il fait Matthew McConaughey, donc c'est quand même vraiment un grand acteur de doublage. Et cela nous emmène donc au deuxième opus. Le deuxième opus, de quoi est-ce que ça parle? Ben, en fait, c'est Nathan Drake qui sort de ses vacances, il est dans une île paradisiaque, et il y a un ancien pote à lui qui vient le voir en mode « Allez frérot, est-ce qu'on n'irait pas retrouver la flotte perdue de Marco Polo ?» Marco Polo, celui qui a découvert les Indes, hein, évidemment, vous le savez. Si vous avez fait un peu d'histoire, si vous êtes déscolarisé, eh bien, tant pis. Et la flotte perdue de Marco Polo, on la retrouve véritablement niveau 3. Hein. Sauf qu'entre-temps, notre pote nous a trahis et travaille pour un chef de guerre d'Europe de l'Est complètement timbré, complètement fou. Zoran Lazarevich. Pour le coup, dans Uncharted, à part dans le 4, les méchants sont pas véritablement ultra travaillés comme d'autres méchants de jeux vidéo, comme par exemple Ganondorf ou d'autres méchants dans les Resident Evil, des trucs comme ça. Là, vraiment, c'est méchants random, c'est juste des gens qui sont pétés de thunes et qui veulent tout simplement l'argent pour financer leur guerre ou pouvoir vendre des armes chimiques dans le monde. Bon, c'est pas vraiment... Dans le 3, par exemple, c'est un peu plus intéressant. On a les Illuminati qui veulent foutre le sbul sur la planète, parce que c'est des gros gourmets. Bon, c'est pas non plus... voilà, quoi. Et donc, ils veulent... on trouve, niveau 3 du chapitre du Uncharted 2, on trouve la flotte perdue de Marco Polo, et on se rend compte que Marco Polo, en fait, était tout simplement à la recherche de la cité de Shambhala,
ou Shangri-La, ça dépend, dites les deux. Et à la recherche de la pierre de Chintamani, évidemment dotée d'immenses pouvoirs, sinon ce n'est pas drôle. Et donc s'ensuit une course à travers le Tibet, le Népal, l'Inde, tout ça, pour trouver la cité de Shambhala avant l'armée de Lazarevitch. Et c'est un pur putain de film d'action. C'est-à-dire que juste après ce niveau, on arrive donc dans une ville, je crois que c'est au Népal, il me semble. Oui, c'est au Népal, où on doit trouver un temple. Le temple qui cache un indice qui nous mènera à Shambhala. Vous connaissez les chasses au trésor, nanani, nanana. Sauf que, petite subtilité, c'est que Zoran, le chef de guerre, a foutu un énorme buzz-ball dans la ville. Donc, nous sommes obligés de traverser la ville et de tuer un maximum de 862 000 personnes. Oui, j'avoue que Uncharted est un jeu, pour le coup, assez ardos, assez violent. Alors, c'est très édulcoré, il n'y a pas de giclure de sang, il n'y a pas de... C'est pas hyper violent, mais effectivement, vous tuez beaucoup de personnes. Mais ce que j'aime, c'est véritablement l'action. C'est-à-dire que, certes, la chasse au trésor est super, parce que ce qui est hyper compliqué quand vous écrivez une chasse au trésor, que ce soit un jeu vidéo ou un film comme Indiana Jones par exemple, c'est qu'il faut pas qu'elle soit trop longue, parce que s'il y a trop d'indices, trop de machins, on s'y perd. Mais il faut pas qu'elle soit trop courte, parce que sinon c'est trop facile. Là, c'est assez simple. Vous avez, au tout début, vous allez dans un musée pour prendre la lampe à huile de Marco Polo, vous la pétez. Dedans, il y a une carte où est cachée la flotte perdue. La flotte perdue, vous y allez, vous trouvez une clé. Bon, c'est une sorte de dague, mais c'est une clé. La clé, vous, avec un parchemin. Le parchemin vous mène au Népal. Le Népal, la ville au Népal vous mène au temple. Le temple vous mène, vous mettez la clé dedans, ça vous met directement l'emplacement de Shambhala dans les montagnes. Et après, on a 5-6 niveaux où c'est que de la castagne. Et là, ça envoie le steak. Parce que, une fois que vous avez fini le temple, et que Zoran Lazarevitch vous a retrouvé, lui, il prend son petit train pour aller dans les montagnes. Et là, on a 2 niveaux. J'ai joué d'ailleurs avec mes amis. Ça castagne dans tous les sens. Ça castagne dans tous les sens. Et c'est ça que j'aime dans Uncharted, c'est que les phases d'énigmes et de chasse au trésor pur sont beaux parce que les décors sont beaux. Même si c'est pas un open world, les décors sont assez ouverts visuellement. Il y a de bons personnages. C'est plaisant à jouer. Et quand ça castagne, putain, ça envoie. Et puis, il y a tout, il y a des snipers, il y a des fusils à pompe, il y a des grenades, des mitraillettes, vous pouvez jouer comme vous l'entendez en fait. Et ça, je trouve ça formidable. Il y a évidemment la séquence du train, dont je vous rabâche les oreilles depuis 25 minutes, qui est, je pense, l'une des scènes les plus cultes d'Uncharted, avec, du coup, vous remontez le train pour aller sauver votre pote, sauf qu'au final, votre pote, elle, veut trouver la cité aussi, s'en bat un peu les couilles de vous, donc elle vous trahit, grosse guillemets. On vous tire dessus, le train se crache, vous avez failli crever globalement, donc vous échouez dans les montagnes, vous butez encore 250 personnes, et là, vous êtes recueilli dans un monastère par un ancien soldat nazi qui est devenu moine. Alors déjà, c'est Camoulox, et en fait, il vous explique que lui aussi, dans les années à la guerre, il cherchait Shambhala, et que quand il a compris que ça donnait des super pouvoirs à tout le monde, la pierre magique, il a décidé de... Peut-être les nazis ne doivent pas avoir de super pouvoirs, donc je vais buter tout mon équipage et je vais rester ici. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et après, évidemment, on a encore une fois une séquence d'action gigantesque avec l'armée de Lazarevitch qui arrive dans le paisible village de moines et qui va détruire tout sur son passage, avec notamment un putain de char, parce que pourquoi pas, ouais, oui. Et après, on arrive à la fin du jeu avec le gros monastère en haut des montagnes et la porte vers Shambhala. Je ne vais pas faire non plus un résumé de chaque jeu, vous savez ce qui se passe dedans. Ce que j'aime dans Uncharted 2, c'est le côté exotique, le côté on voit du pays. Parce qu'on voit d'abord, on est donc à Istanbul au tout début dans le musée, donc on est sur les toits d'Istanbul, on voit la ville. C'est ça Uncharted, c'est que les décors, c'est pas un open world comme par exemple les jeux Lego ou Red Dead Redemption ou Assassin's Creed, c'est-à-dire que tu peux aller où tu veux. Si tu veux pas faire l'histoire principale, tu vas voir le marchand de légumes et tu vas sauver sa fille, tu vois, des trucs comme ça. Là, non. Là, tu as un niveau clair, tu es droit sur tes appuis, mais tu vois du paysage. Ensuite, on va à Bornéo et on voit la forêt, on voit les montagnes, on voit les temples. Quand on est au Népal, on voit la ville complètement détruite, qui est en train de s'auto-détruire, il y a des tirs de partout. Et en même temps, on voit de beaux temples dorés, magnifiques.
avec plein de symboles partout. Puis après, quand on est dans le train, les deux, trois niveaux du train, on voit le paysage qui change. D'abord, on est dans la ville, puis ensuite, on est dans la forêt, puis ensuite, on est dans les montagnes. Et puis après, on a le monastère. Enfin, c'est ça que j'aime dans Uncharted 2, c'est véritablement son côté exotique, son côté, on voit du pays. Moi, ça me donne envie de partir en voyage, en fait, tout simplement. Ça me donne envie de faire le petit gourmand, là, et puis d'aller dans chaque pays pour aller goûter les plats, tu vois, ce genre... Parce que j'adore la bouffe, putain. Hein, d'aller, tu vois, en Asie, aller manger du canard laqué, tu vois, les trucs... C'est cliché ce que je viens de dire, c'est horrible, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ben, c'est surtout la relation envers les personnages. Mais ça, j'y reviendrai à la fin. À la fin, quand on parlera d'Uncharted 4. Uncharted 3, que j'ai fini hier soir. Ever a dull moment, huh, Sully? Why change now? Yalla! Focus! Oh, crap! Big wave! Big wave! No, 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 no! Quel jeu, mais quel jeu, mais quel jeu formidable celui-ci aussi. Parce que là c'est un truc que j'aime bien. Et que là, vous savez, je vous parlais d'exotisme dans Uncharted 2. Mais alors là, c'est poussé, mais encore plus à l'extrême. C'est-à-dire que dans cet épisode, Nathan Drake, toujours avec Sully et Chloé Fraser, encore une fois, et Elena, évidemment, va rechercher la cité de Hiram, ou la cité de Dubar, l'Atlantide des Sables, la cité des voleurs, la cité des 1000 piliers. Bref, elle a plein de noms, cette cité. Une cité en plein désert, évidemment, remplie d'immenses richesses. Sinon, c'est pas drôle, évidemment. Notre quête commence donc en France. Parce que, en fait, au début, ils essayent de récupérer un espèce de cadran magique pour déchiffrer le sabéen, qui est une ancienne langue. Et ils comprennent qu'en fait, l'ancêtre de Nathan Drake, Francis Drake, a été envoyé dans le désert par la reine Elisabeth, et qu'il y a deux citadelles, une en France et une en Syrie, qui possèdent ce symbole. Du coup, le groupe se scinde en deux, et évidemment, ils vont se faire embrigader, parce que ce sont les Illuminati qui sont contre eux dans cet épisode. Je vous avais parlé des méchants pas intéressants. Dans celui-ci, ils sont toujours pas intéressants. Un peu plus que les deux premiers, mais toujours pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de méchants qui je sais pas comment dire ça, mais qui donne au héros une véritable matière, en fait. Le méchant, dans tout média, que ce soit un jeu vidéo, un film, une série, j'en sais rien, ça doit être une sorte de reflet du héros. Ça doit le forcer à se surpasser, à prouver quelque chose. Par exemple, je vous donne l'exemple le plus connu, le Joker est tout ce que Batman ne doit pas devenir. Là où, par exemple, Reverse Flash est l'exact inverse de Flash, et c'est une version miroir dans le négatif, et elle le pousse à le négatif de Flash pousse Barry à se surpasser à chaque fois pour ne pas le tuer déjà, mais c'est surtout pour ne jamais devenir comme lui. Donc voilà. Et là dans Uncharted, les méchants, c'est des méchants random, c'est-à-dire que c'est des mecs, là en plus c'est des Illuminati, donc c'est une meuf anglaise avec une espèce de manteau en tweed, on ne sait pas trop quoi, et son homme de main en costard. Alors tous les gens sont en costard. Alors, sauf quand on est dans le désert. Là, ils sont dans des armures un peu plus fournies. Mais au début du jeu, tous les méchants sont en costard. Va comprendre pourquoi. J'adore les costards, attention, ne vous méprenez pas. Mais on n'a pas compris pourquoi. Et donc, ils arrivent en France. Énigme, combat, nanana, etc., etc. Ils prennent une partie d'une amulette. Et ils se rendent compte que, oh là là, mais si les méchants sont avec nous en France, ils doivent être avec nos potes en Syrie. Donc, ils vont en Syrie. Et ils trouvent le Charlie et Chloé, ils trouvent l'amulette, ce qui les emmène à un autre temple, ce qui les emmène au temple donc qui montre l'emplacement de la cité, combat, la scène de l'avion que vous connaissez tous, parce que je pense que honnêtement c'est la scène la plus culte de toute l'histoire du jeu vidéo de Uncharted, tellement qu'elle a été dans le film avec Tom Holland, mais c'est pas la question. Ce que je voulais revenir sur Uncharted 3, c'est son exotisme qui est encore plus poussé, quoi. C'est-à-dire que au début on est en France, puis ensuite on est en Syrie, puis ensuite on est au Yémen, puis ensuite, ah oui, il y a aussi le chantier naval, on est dans un bateau, on survit à un bateau qui coule, on survit à un tsunami.
waouh. Enfin, et ensuite on est dans le désert. Ah ouais, non, mais alors dans le désert, puis ensuite on a le canyon. Ce que j'aime bien, c'est que toute la moitié, ouais, les trois quarts du jeu se passent donc en Afrique, dans la péninsule arabique, même si j'ose dire, et pourtant, aucun décor ne se ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que qu'on soit en Syrie, qu'on soit au Yémen, qu'on soit dans le désert, aucun décor ne se ressemble. Et ça, je trouve ça formidable. C'est que il y a une invitation au voyage, une invitation à découvrir d'autres cultures. Et là, vous allez me dire, oh, c'est complètement con, Uncharted, c'est juste trouver des trésors. Oui, mais moi, j'y vois autre chose. J'y vois véritablement un désir de s'évader, en fait. C'est-à-dire que quand je joue à Uncharted et que je vois des décors Par exemple, hier, j'ai fait le niveau dans le désert, où pendant 15-20 minutes, j'étais dans le désert. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien, il y a juste du sable. Et j'étais en train de marcher et j'avais envie de clamser. Et bien, pourtant, pendant ces 20 minutes, j'ai pas pensé au fait que ma vie sentimentale est complètement éclatée et que j'ai envie de me flinguer, tu vois? C'est ça le jeu vidéo, c'est comme les films. Pendant le temps auquel tu joues, bah tu penses pas à ta vie de merde. Et ça, c'est quand même agréable, finalement. Donc, après, on découvre l'Atlantide des Sables, et là, on a des décors magnifiques, Enfin, c'est beau. Je suis désolé, c'est beau. Moi, en fait, le problème, c'est que quand je vois ce genre de choses, moi, j'ai envie de me balader dans cette cité, en fait. De me balader librement, je veux dire, parce que le jeu t'oriente, tu vois. J'ai envie de découvrir chaque recoin, j'ai envie de voir où sont les trucs, j'ai envie de tout, en fait. Et ça, je trouve ça assez ouf, en fait. Ensuite, nous arrive, quelques années plus tard, celui que, moi, personnellement, je trouve comme étant le meilleur, et en plus étant mon jeu vidéo préféré de tous les temps. Vous le savez si vous avez vu la vidéo sur mes 5 jeux préférés. Uncharted 4, la fin... Nathan Drake, that two-bit thief. He's meant for this life. Risking it all for some piece of treasure. I made a promise that I was done with this life. I guess that's how they know me. How they'll remember me. But that's not who I am. Are you ready to seek your fortune? d'un voleur. Uncharted 4, c'est le meilleur jeu vidéo de l'histoire. C'est le meilleur jeu vidéo de l'histoire parce que même si on reste sur ce postulat de base, à savoir on est des gens, on va trouver un trésor pour avoir de l'argent, surtout que dans celui-ci, ils cherchent un trésor de pirate. Donc voilà, là il n'y a pas de... comme dans les deux premiers, de trucs de trésors maudits, de zombies, de super pouvoirs, de jeux, ou de génies maléfiques, comme dans le troisième opus. Là, c'est juste un trésor d'argent, de thunes. Et on nous présente en plus le frère qu'on n'avait jamais vu, le frère de Nathan Drake, qui est censé être mort en prison depuis 15 ans. Et en fait, non. Samuel Drake. Et là, on a des scènes d'une émotion que je trouve dingue. Là, vraiment, et c'est là où on va en venir, c'est qu'en fait, là, je vous ai parlé d'action, je vous ai parlé de trésors, je vous ai parlé de décors, je vous ai parlé de mise en scène des scènes. Mise en scène des scènes, non, celle-ci, elle est horrible. Eh bien, Uncharted, c'est avant tout, pour moi, une leçon de vie. Et c'est très rare que j'ai été autant en corrélation et que je me suis autant identifié à un personnage. Je m'explique. Il y a parfois, comme vous le savez, si vous regardez ma chaîne depuis longtemps, je m'identifie beaucoup à des personnages, à des œuvres que je regarde. Par exemple, pour moi, How I Met Your Mother, je me suis identifié à tous les personnages. This Is Us, je me suis identifié à tous les personnages. Parce que c'est des personnages qui ont eu des réflexions, qui ont eu des dialogues ou des actions que moi, personnellement, dans ces situations, j'aurais pu faire. Dans Uncharted, Nathan Drake, en tout cas sur les 4 premiers, passe son temps à se retrouver dans des situations qui sont plus grandes que lui, des situations qui le dépassent, où il pourrait véritablement se retrouver mort, décédé, voire pire que ça. Et il passe son temps à se dire, mais oh là là, mais comment j'ai fait pour me retrouver là-dedans? J'ai rien fait, moi. Et en fait, si. Et ça, c'est un truc qui est cristallisé dans le 4e opus, c'est que au début du 4e opus, ça fait des années qu'il fait plus d'aventures, plus de recherche de trésors. Il a un travail légal, rémunéré, il est marié avec Elena, tout va bien. Sauf que son frère arrive en mode, alors en fait, je suis pas mort. En fait, je suis pas mort, j'étais dans la prison où tu m'as laissé, et
il y a un trafiquant de drogue qui m'a aidé à sortir, je lui ai parlé du trésor, et il veut la moitié, sinon il me bute. Voilà, voilà. Donc on est obligé de trouver le trésor d'Henri Avery, le plus grand pirate de tous les temps. Donc là, son frère Nathan dit « Ah non, mais moi je fais plus ça, hein. Moi j'ai une femme, non, c'était hors de question. » Et son frère lui dit « Mais frérot, je vais crever en fait. Donc il faut que tu m'aides. » Et Nathan le fait. Nathan le fait, et c'est un truc que lui dit Elena, parce que du coup, il est obligé de mentir à sa femme le découvre, qu'il cherche le trésor, elle vient le sauver, sauf que avant qu'elle vienne le sauver, quand elle découvre, elle est un petit peu chafouin, elle est pas très contente, elle dit mais pourquoi tu m'en as pas parlé, enfin, on aurait pu faire ça ensemble et tout, tu vois, genre, t'as envie d'aventure nette, et ça c'est un truc, alors, mentir à sa femme, ça je l'aurais pas fait, parce que j'ai pas de femme, mais je l'aurais pas fait quand même. Mais, en fait, il y a un rapport entre chaque personnage où je trouve que Nate me ressemble sur certains points. C'est-à-dire que il passe son temps à se retrouver dans des situations alors que dans le fond il adore ça, il adore vivre des aventures. Comme ça l'a été pour ma vie sentimentale. J'ai passé mon temps à me retrouver dans des situations de merde. Hein, peut-être un jour je ferai une vidéo sur ma vie sentimentale, mais pour rire un peu, mais non. Ça vous fera rire en tout cas. Bref. Et en même temps, il a une relation avec du coup Sullivan, dont j'ai pas beaucoup parlé depuis le début, qu'on voit dans, je crois, tous les épisodes, qui est son père de substitution, parce qu'il faut savoir que Drake, donc Samuel et Nathan, du coup, ont été mis à l'orphelinat très jeunes. Samuel est parti de l'orphelinat quand il était un peu plus vieux, et du coup, quand il est parti de l'orphelinat et l'a abandonné, entre guillemets, Nathan Drake est resté avec son frère. Avec Sullivan, pardon. Est resté avec Sullivan, qui est un voleur, tout comme lui, et qui du coup l'a un peu pris sous son aile et est devenu une sorte de père de substitution. Une relation particulièrement touchante, notamment dans la dernière scène d'Uncharted 3, qu'on voit ici, d'ailleurs, que je trouve, moi j'ai à moitié eu les larmes hier, et c'est dans le 4e opus, mais tout se cristallise en fait. Toutes les relations entre les personnages se croisent, se corrèlent, pour donner une émotion que je trouve extrêmement dingue. Parce que, ok, au début d'Uncharted 4, ils veulent trouver le trésor. Sauf que, il y a un méchant, et là le méchant est extrêmement intéressant, qui est un ancien pote de la famille Drake, une sorte de gosse de riche complètement insupportable, qui a une armée de mecs derrière lui pour trouver le trésor. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, Nate se dit, mais en fait, moi je ne veux plus trouver le trésor, moi je veux sauver mon frère et me barrer. Et ça nous donne cette scène à la fin, où on est vraiment à un niveau de la fin du jeu. Hein. Nathan, Elena et Sully sont là, sur l'île du trésor, sur l'île de Libertalia, la colonie des pirates. Sully a son avion, il se dit, c'est bon, allez, il n'y a plus de méchants, on les a tous tués, allez, on y va là. Allez, c'est bon, on se casse, le trésor, on le laisse, on s'en fout, on a failli crever 70 fois ces 20 dernières minutes, c'est bon. De l'autre côté du ravin, Samuel, qui a passé 15 ans en prison, qui a passé sa vie à rêver ce trésor, il dit non, moi j'y vais. Allez, c'est bon, je veux le chercher. Alors que Nathan, lui, il en a vécu des aventures. Hein. Eldorado, Shambhala, la cité d'Iram. Lui, il est en mode, c'est bon. Allez, on a vécu des aventures, c'est bien, on a bien rigolé, maintenant on se casse. Et au final, évidemment, il y va parce que faut quand même qu'on voit le trésor et puis il faut sauver son frère surtout. Et du coup, à la fin se termine dans la cale du bateau qui cache le trésor, avec un putain de combat à l'épée de pirate. Ça, c'est fou. Et voilà. Donc, Uncharted, je trouve ça brillant, parce que pour son côté exotique, pour son côté action, pour son côté drôle, parce qu'il y a pas mal de blagues, et puis pour son côté identification. Moi, la relation entre Sully et Nathan me touche. La relation entre Nathan et son frère Samuel me touche parce que... Ah, c'est très personnel ce que je vais dire. Moi, j'ai eu, de par ma faute et de par la faute de la vie aussi, moi j'ai eu 2-3 petits problèmes avec ma mif. On va dire qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et dernièrement, avec mon ref, ça se passe super bien. Mais vraiment, ça se passe de zinzin. Et quand il est venu chez moi il y a 2 semaines, c'est pour ça que j'ai acheté une PS4 d'ailleurs, on a fait Uncharted 4 ensemble. Et donc, là où dans Uncharted 4, les deux frères se retrouvent après 15 ans
pour vivre une aventure, eh ben, j'avais personnellement l'impression de vivre cette aventure en fait avec mon frère. Donc bah, ça me touchait beaucoup et j'ai beaucoup apprécié du coup ce qui s'est passé. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, donc Uncharted, c'est des scènes de fou, c'est une musique exceptionnelle, c'est un doublage parfait, en fait, moi, ça me touche et c'est ma série de jeux vidéo préférée parce que c'est le jeu vidéo poussé à un niveau de détail que je trouve assez ouf. Oui, c'est hyper simpliste, c'est du bagarre de pistolet et des énigmes qui sont pas très compliquées. Oui, on est d'accord. Mais moi, je préfère un jeu vidéo simpliste mais avec une bonne histoire de bons personnages qui me plaît, plutôt qu'un truc hyper fourni, hyper compliqué qui est pas intéressant. Comme par exemple le film Dune, qui est toujours le pire film de l'histoire, on le rappelle. Et le film Dune, bah, tu vois par exemple, Uncharted 3 se passe dans le désert. C'est des effets spéciaux, c'est fait par ordinateur, et c'est magnifique. Dune, c'est filmé dans le désert, c'est moche. Faut m'expliquer. Là, il y a un truc que je comprends pas. Honnêtement. Désolé la petite pique à Dune, mais c'est toujours intéressant de rappeler que c'est toujours une énorme merde absolue. Bref, c'était Captain Netboy. Jouer aux 4 premiers Uncharted, c'est formidable. Allez, peace!